Allez, Gérald Contourné, il est là. Dolores Adamski. Présente. Florian Bonnier. Présent. Anne Brogo. Présente. Donc Brahim Sadi dans le bouchon, donc on va attendre. Alain Fernandez. Présent. René Martin. Présent. Oui, ça, on a déjà dû te le faire plusieurs fois. Ouais. Pascal Lubin. Présente. José Dos Santos. Sébastien Magnier. Il est absent, Seb. On n'a pas de pouvoir. Damien Passifera absent. Laetitia Serpagi absent. Éric Léna, il est là. Franck Présumé, pouvoir à Éric Léna. Clotilde Berthier, pouvoir à Xavier Hébou. Stéphanie Dossé. Bon, Sébastien Ginesté, Cédric Ogier en campagne. Mais pas ici. Charles. Oui, pardon. Non, mais c'est juste. C'est pas le document officiel. Charles Pouvoir à la Fernandez. Nicole. Luzel. Robert Pazero. Julie Ladet absent. Yann Guéry. Présent. Orlin Tanger. Et Xavier Edou. Présent. Et bien merci à tous et à toutes pour votre présence pour ce dernier conseil municipal de 2025. Il ne sera pas tout à fait le dernier du mandat, mais pas loin. Un secrétaire de séance. La dernière fois, c'était Stéphanie Bessé. Elle avait été parfaite. C'est vrai. Moi, je n'ai jamais fait. Oh, bah dis donc, un gros mot. Tu vois comment j'en fais avec toi? C'est sympa. Bon, ça va, t'as pas. Il était temps. Bah oui. Hein? Et personne ne pense à l'idée. Bon, un gros mot. Allez. Je vous informe aussi, donc faut qu'on rajoute un point, si vous en êtes d'accord, bien sûr, à l'heure du jour. C'est une DM. Alors vous allez voir, c'est une énorme DM de 1300 €. Parce qu'en fait, la région nous offre un barnum. Donc c'est un don en nature. Faut qu'il rentre en comptabilité. Donc voilà, il y a une DM. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on la rajoute? Bon, les manuels qui distribuent les interrogations. Alors ça c'est, je sais même pas, oui ça doit être écrit région. Ah, Bouffier, région. En tout cas il sera bleu. Comme les bus. Alors par contre c'est intéressant au-delà de la plaisanterie. La région, donc c'est un barnum qui sera, parce qu'il y a eu des malentendus avec certaines associations. Le barnum il est donné aux mairies pour être mis à disposition des associations. Voilà. Il y a certaines associations qui ont cru qu'elles pouvaient faire une demande. Non? Ouais, c'est ce que certains avaient cru. Voilà. Mais alors, si certains l'ont cru, c'est que ça ne devait pas être très clair. Parce que vous avez été plusieurs à nous interroger, mais moi, Frédéric, le conseiller régional, m'a bien dit que c'est aux communes et puis c'est pour les associations. Donc on aura un barnum qui sera mis, alors c'est sûr que ça ne fait pas beaucoup, mais c'est peut-être le premier d'une grande série. Voilà. En tout cas, il faut débuter. Gérald, j'ai une petite question avant de commencer. 3 par 3. Nous avions noté que ce soir, vous devez apporter le DOM. Oui. Donc j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de DOM, parce Non. qu'il n'est pas l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a une raison et quelles sont les conséquences concrètes? Alors, la raison, c'est que on va faire un débat d'orientation budgétaire alors qu'on n'a même pas de budget au niveau de l'État. Donc moi, au bout d'un moment, je me dis qu'on va arrêter d'être le bon élève si celui qui nous dit ce qu'il faut faire n'est pas le bon élève. Donc on va attendre, sachant que nous, le travail il a été fait par les services. Mais l'idée, c'est quand même de savoir ce qui va se passer, parce que tout peut encore basculer d'ici la fin de l'année. Donc on reportera le DOB il y aura un conseil municipal d'ici fin janvier et on ne change pas le calendrier. C'est-à-dire du budget Le budget en février. le 26 février. Voilà. Donc on fera le DOB avant, ça sera plutôt fin janvier parce que je pense qu'on aura des infos quand même, j'espère. Voilà, donc c'est pour ça que je trouvais prématuré ce soir d'avoir un débat d'orientation budgétaire, alors qu'en plus les agriculteurs sont dans la rue, tout le monde n'est pas content, il y a le maire qui est sourd, il y a plein de choses qui sont mélangées, donc je trouve que c'est pas très serein. Bon, même si on sait que l'année 2026 ne va certainement pas être folichonne, mais en tout cas. Donc il reste 2 conseils. Dans tous les cas, oui.
oui, c'est ça. Le DOB. Donc, ce qui risque d'arriver, c'est qu'on ait un conseil que pour le DOB. Mais je ne doute pas des services pour nous trouver encore une petite liste de délibération. Et à chaque fois que je dis on fait qu'un truc, on a la pleine page. Voilà, donc ça sera certainement fin janvier. Mais on vous dira ça début d'année. Ok, merci. Je t'en prie. On démarre comme d'habitude par l'approbation du compte rendu de la séance du 9 octobre. Est-ce que vous avez des questions sur ce compte rendu? Le 13 novembre. D'accord, pardon, du 13 novembre. C'est vrai, on a fait un conseil municipal exceptionnel où il doit y avoir une délib et il y en a eu 12. Oui, est-ce que vous avez des questions sur le 13 novembre, pardon? Pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, le compte rendu est adopté. On démarre comme d'habitude. Je vais vous faire lire le compte rendu des décisions que j'ai donc été amené à prendre depuis le 13 novembre. Vous m'interpellez parce que j'ai le nez sur mon papier, donc je ne vous vois pas, mais vous m'interpellez si vous avez des compléments d'information. Donc la première décision, c'est la signature d'une convention de formation avec la société INSER Formation. C'est pour la manipulation des extincteurs. Ensuite, une décision concernant donc, la défense de la commune. C'est une requête contre monsieur... je ne sais pas si je peux le dire non d'ailleurs, mais il est voté en français. Ah non, mais de manière publique. Monsieur Simon Jacques, voilà, contre un permis de construire. Contre les deux maris. Voilà, donc c'est notre avocat qu'on saisit pour nous défendre. Ensuite, une décision, la signature d'un devis pour la réalisation de plaques de rue et de numéros de maison. La signature ensuite d'une convention de formation avec la société. Oui. Il s'agit de quelle rue? Non, on fait plein, en fait. C'est suite au travail qui a été fait Ouais, sur les nouvelles dénominations. Voilà, surtout sur les numérotations manquantes, parce qu'on se doit de fournir sur tous les nouveaux programmes immobiliers le numéro initial. Donc par exemple, tous les numéros du domaine du parc, doivent être fournis au moins une fois par la commune, et sur chacune des nouvelles constructions, la commune doit fournir au moins une plaque. En fait, chaque année, on achète 10 numéros de plaques. Ouais, cette année, c'est 10. Voilà, ça fait un peu. Ensuite, la signature d'une convention de formation avec la société Actea. Donc ça, c'est une formation HACCP pour le personnel des restaurants scolaires. Ensuite, l'acceptation d'un devis proposé donc, par la société Arsenium Event. Donc c'est enfin pour l'installation audiovisuelle et scénique de la salle des fêtes. J'en avais bien besoin. Ça avait été voté au budget l'année dernière. N'est-ce pas, Alain? Le montant qu'on avait voté l'année dernière, c'est 6 000 euros. C'est de 7 000, 6 690 PTC. Il y a la lampe du vidéoprojecteur et il y a une sono qui fonctionne. Ce n'est pas le cas en ce moment. Ensuite, la signature de l'avenant à la mission d'un avant-projet sommaire d'aménagement aux abords du collège Condorcet. Je vous en avais parlé, donc ça y est, les travaux du collège ont démarré par le désamiantage. Et je vous avais dit que la commune, elle profitait de ces énormes travaux pendant 4 ans pour travailler à un projet d'aménagement entre l'avenue de la Contamine, l'avenue du collège. Donc c'est la mission qui a été confiée à la PQ et le pré-projet a été présenté en bureau municipal lundi. Un énorme travail de la société LPQ qui a su faire face aux innombrables difficultés d'accès, plein de choses, vous l'avez vu, on présentera ça un peu plus tard, il y a encore des choses à affiner. Voilà, donc ça c'est pour 18 000 euros, si vous voulez savoir le montant. Ensuite, la signature d'une convention attributive de subvention en nature avec la région Rhône-Alpes. Voilà, donc c'est le fameux Varnum, 1327 euros, la valeur comptable. Ensuite, la réalisation d'un emprunt de 1 900 000 auprès de la caisse, donc je vous en avais parlé, là, on a choisi donc, la caisse régionale du crédit agricole mutuel centre-est, programme d'investissement 2025, donc c'est la nécessité en fait en attendant d'avoir les subventions. Et pour information, on a voté la subvention de la CAPV a été validée, donc 760 000 euros mardi dernier. Donc les subventions vont rentrer. Voilà. Et comme le chantier se termine d'ici 2-3 mois, il fallait quand même assurer le trésorerie.
Donc je vous donne voilà, sur 24 mois un taux de TRE de 2,72. 1 million. Voilà. Ensuite, je suis dans le bon sens. Donc je vous avais parlé aussi d'ouverture d'une ligne de trésorerie, hein, donc de 300 000 euros. Avec, et là, c'est avec toujours le crédit agricole. Donc là, c'est sur 12 mois et à 0,80 euros. 0,80%, pardon, le taux. Ensuite, la signature d'un contrat de location de la salle, d'une salle donc avec la société Imopro, c'était à la Manufacture des Tilleuls, c'était vendredi dernier, c'était pour la 2e édition de Tulin Rénov, pour 200 euros. La signature d'une convention donc, de partenariat avec l'association Tigre pour l'édition 2026 du Green Duathlon de la Noix. Donc ça sera au mois de début avril. Merci Brahim. C'est comme chaque année d'ailleurs, c'est ce qui remplace FIDD. Enfin, FIDD, ça fait la 2e année le duathlon. Voilà. Ensuite, la signature d'un avenant au contrat avec la société Arpège, donc c'est pour l'hébergement et la maintenance du logiciel Concerto. Ça, c'est habituel. Et voilà pour les décisions. Pas de questions? Allez, je vous propose qu'on passe au déroulé de séance. On démarre par les délits concernant le personnel communal. Première délibération, donc la modification du tableau des effectifs avec les avancements de grade 2026. Hein, délibération habituelle, hein, vous avez le tableau, voilà, donc il y a l'urbanisme, l'administratif, le centre technique, voilà, donc il y a des suppressions d'emplois avec un certain grade et la création souvent du même emploi avec un grade supérieur. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Oui, je vois qu'il y a 2 suppressions de postes, la responsable du pôle vivre ensemble et la responsable prévention des risques. C'est pas ici, ça te fait déjà dans le toilettage du tableau là. T'es allé vite là. Ah, je suis déjà allé vite après. Ouais, c'est déjà allé. Là, on est dans l'avancement de grade. Ok, les fiches sont petites. Mais je te le dirai après. Tu connais déjà la question. Voilà, exactement. Sur la délib d'avancement de grade, est-ce que vous avez des questions? Sinon, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. Donc la délib suivante, c'est la modification du tableau des effectifs à la DGS. Vous avez vraiment pris de l'avance. Hein. C'est la dernière annoncée après le toilettage. Donc en fait, c'est pour anticiper, hein, si je ne dis pas de... Ouais, c'est ça. C'est pour anticiper le recrutement d'un DGS. On a presque oublié qu'on n'avait plus de DGS. Donc on ouvre un poste au grade d'attaché territorial parce qu'il faudra que la prochaine équipe, assez rapidement, s'occupe de, si elle le souhaite, de recruter un DGS. Voilà, donc encore une fois, j'en profite parce que ce soir, Paul-Emmanuel est là, notre directeur des ressources humaines, on a un service des ressources humaines qui est hyper proactif et qui anticipe énormément. D'ailleurs, vous allez voir, parce qu'on passe déjà la dérive après sur les postes pour la piscine, alors qu'il fait moins de dehors et on passe déjà à la piscine. Donc, mais c'est important, en fait, le service RH, je vous le dis à chaque fois, mais fait un énorme boulot parce que gérer une collectivité de 160 agents, il faut un vrai service RH staffé, comme vous pouvez l'imaginer. Et l'anticipation est toujours ce qui permet d'éviter les problèmes. Oui, est-ce que tu as des questions, Eric? Oui, donc est-ce que ce choix indique que l'organisation mise en place ces derniers mois n'était pas optimale? Alors, l'organisation ces derniers mois, alors je ne suis peut-être pas objectif, je laisserai répondre aussi Paul-Emmanuel, fonctionne très bien, enfin fonctionne bien, très bien, peut-être pas exagéré, fonctionne bien, mais parce que c'est une organisation qui me convient aussi à moi, par rapport à la manière dont j'exerce ma fonction de maire. On peut estimer qu'un maire différent, il préférait avoir un DGS. Aujourd'hui, il y a une... Et si c'est le même maire, donc c'est l'ouverture d'un second grade. Voilà, si c'est le même maire, peut-être qu'il voudra aussi un DGS, je ne sais pas. On va lui demander. Mais là, le poste est déjà ouvert. C'est l'ouverture à un grade au cas où, pour le recrutement. Ah, mais ici, la question d'Eric, elle n'est pas là. Vraiment, ils n'ont rien compris.
grade attaché principal qui existe déjà. On n'est pas encore éligible à attacher leur classe et un seuil de 10 000 habitants. Donc l'idée c'est de faciliter le recrutement d'un ou d'une future DGS. Voilà. Non mais là, ça marche très bien parce qu'on a 4 directeurs de pôle qui seront mobilisés, un directeur des services techniques, le directeur des ressources humaines, le directeur du CCAS et le directeur financier. Ça reste une charge supplémentaire pour eux, ils l'ont accepté parce qu'on était dans une transition. À mon sens, c'était pas une bonne idée de recruter un DGS pour la dernière année d'un mandat, le temps pour la culture à ce qui se passait ici, le pauvre est... Bon, mais c'est pas quelque chose de tenable sur une durée d'un mandat, que les choses elles soient très claires. C'était un sujet de transition. Et même peut-être pour un maire, ça veut dire qu'il faut qu'il soit plus présent et un peu plus dans la décision sur des sujets peut-être où il n'a pas à être. Voilà. Mais en tout cas, ça a fonctionné. Ça me paraît raisonnable. Exactement. Ça nous a permis aussi de faire quelques économies sur 2025. Parce que Ancien DGS n'est plus dans les effectifs. Alors non, depuis Depuis le 1er janvier 2025. voilà, Janvier 2020. toute l'année 2025. Bon, après, tout ça a été provisionné, on n'a jamais fait l'économie de ce poste-là. Mais ça soulage sur une année quand même. Des questions sur ce délit? Sinon, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. On passe enfin à la délib. Et donc, attendez, non, sur le toilettage cette fois. Donc à la PM, à la police municipale, pardon. C'est comme à chaque fois, je vous le dis, quand on fait un recrutement, on ouvre à plusieurs grades. La responsable de la police municipale étant recrutée, et nous sommes tellement contents d'elle qu'on ne va même pas lui demander, on ne la remplacera pas, on ne souhaite pas la remplacer, donc on ferme les postes et on est bien content de la garder. Ensuite, donc il y avait pour la PM, pour la police municipale, il y en avait plusieurs, vous avez vu, parce qu'on avait 2 recrutements, il y avait la responsable et un brigadier. Ensuite, au centre technique municipal, donc la même chose, hein, il y a souvent des recrutements parce qu'il y a des départs. Donc voilà, en toilette. Service des sports, idem. Service vie scolaire, donc c'était là ta question Non, c'est après. Après. Ok. Ah oui, donc bon, je vais plutôt prendre vos questions parce que je ne vais pas tout vous lire. Le toilettage, vous savez, c'est parce que normalement, moi je l'ai appris, mais c'est une réalité. Normalement, on doit mettre au BP tous les postes du tableau. Tous les postes qui sont verts, c'est ça normalement. Donc ça veut dire même si on ne le fait pas, c'est bien de toiletter pour avoir des postes ouverts parce qu'on est censé avoir les sommes au BP. Donc c'est bien de toiletter comme il faut. On le fait à chaque fois. Lors de l'ouverture d'un recrutement, on ouvre en multigrade pour pouvoir s'adapter, répondre rapidement au profil retenu et pouvoir accueillir la personne le possible une fois qu'on a plus besoin de cela. Du coup, je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais Eric, c'était ta question, c'était sur le pôle. Il y a 2 postes qui sont supprimés. Oui. Au pôle Vivre Ensemble, la responsable. Donc là, c'est juste suite à son départ. Et pour ORH, la conseillère de prévention des risques professionnels. Oui. Là, il est écrit décision de non-remplacement. Oui. Alors que pour la responsable du pôle Vivre Ensemble, ce n'est pas une décision de non-remplacement. En fait, Donc c'est 2, en tout cas, ça revient à 2 suppressions de postes. Oui. En fait, la responsable du pôle Vivre Ensemble, c'était le premier organigramme qu'on avait imaginé avec la directrice du pôle Vivre Ensemble. Bon, quand elle est partie, on s'est aperçu qu'on pouvait réorganiser de manière différente. Donc c'est un poste qui a été supprimé, mais ça fait 3 ans. Hein, Elle est partie en mars 2023. Les services du pôle Vivre Ensemble ont été rattachés directement au DGS. Puis à partir du 1er janvier 2025, ces services ont été... Non, à partir d'octobre 2024, ces services ont été rattachés aux différents directeurs de pôle. Mais ça fait plus d'un an et demi que ce poste n'est plus utilisé. Voilà, donc, par contre, pour la conseillère en prévention du risque, je crois que c'est un poste qui a une importance. Oui, alors... Donc, est-ce que ces missions ont été redispatchées? Alors oui, alors bien sûr que c'était un poste important, mais là aussi ça a fait l'objet
l'année dernière, tu as connu ça, Eric, le fameux 0,12 qu'il faut essayer de maîtriser. La conseillère de prévention, j'ai essayé de maîtriser parce qu'on ne le maîtrise jamais. La conseillère de prévention a choisi de quitter la collectivité. Alors, bon, elle a fait un très gros travail, mise en place le DUERP, des semaines de prévention, enfin, elle a fait un super boulot. Elle partait, on s'est interrogé, comme à chaque fois qu'il y a un départ, de remplacer ou de ne pas remplacer. Et on a décidé de ne pas remplacer, mais tout en reportant, encore une fois de plus, en sensibilisant les managers et les directeurs pôles à continuer à mettre en place ce qu'elle avait mis en place. Alors c'est sûr qu'on est un peu moins certainement efficace, mais bon, on s'est un aperçu, et j'espère que vous avez lu le RSU qui est un peu plus loin. Le taux d'accident a plutôt baissé. Il y a beaucoup de préventions qui sont faites maintenant dans la commune, auprès des agents. On va dire que cet agent qui est parti a mis carrément en place une sorte d'acculturation à ce sujet qui aujourd'hui est entretenu par les managers et les chefs de service. Alors c'est sûr que c'est pas aussi bien qu'une personne à plein temps, mais clairement on n'a pas les moyens, on a des sujets périscolaires comme d'habitude qui vont nous demander de faire des choix plutôt que... Voilà. Alors après on a des sujets, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, mais il y a des choses qui peuvent se faire en externe, avec de la sous-traitance, peut-être faire des... Voilà. Voilà. C'est pas un sujet qu'on abandonne, mais on n'a clairement pas les moyens. Moi j'ai participé au groupe de travail qu'on avait fait après tous ensemble. Et en fait, avant de partir, elle a mis tous les protocoles en place en fait. Donc il y a un suivi avec ce qu'il faut faire, les personnes qu'il faut prévenir, etc. En fait, c'est pratiquement, alors j'ai pas envie de résumer son métier à ça, mais en tout cas on peut remplir des fiches qui nous permettent de savoir à qui s'adresser en cas de problème, comment il faut le traiter, etc. Elle a vraiment tout protocolisé de manière à ce qu'on ait des marches à suivre. Après c'est les mises à jour quoi. Oui, c'est ça. Alors, on peut dire qu'au CST, je vous ai peut-être coupé la parole, Paul. Au CST, au dernier CST, on a analysé ce qui avait été fait et réalisé, programmé sur 2025. Vous voyez, donc et 2024 et 2025. Donc, et on voit que, à mon avis, en tout cas, parce que j'en ai retenu, c'est vraiment quelque chose qui est suivi par tous ils ont responsabilisé en même temps. Il n'y a pas qu'une personne qui est responsable, une personne qui s'en occupe actuellement, qui ont pris les manettes, comment vous appelez ? Il y a des conseillers de prévention. Voilà, les conseillers de prévention, et qui ont tout à fait joué le jeu et responsabilisé à ce niveau-là. Enfin, à mon avis, en tout cas, ça se passe bien. On a balayé tout le tableau qu'avait fait effectivement Ophélie. Et on voit qu'il y a des choses qui s'améliorent, mais c'est le genre d'éléments qui ne se font pas en 3 jours, quoi. C'est peut-être ça. Je me permets d'ajouter que le poste de conseillère de prévention n'était pas du luxe. Après, il est à saluer le travail énorme qu'elle a fait, le travail de qualité qu'elle a fait, et comme l'a dit M. le maire, l'acculturation. Le parti pris qui a été fait et qui a permis de ne pas la remplacer, c'est que la fonction prévention est portée par les ressources humaines, mais c'est aussi une fonction partagée, comme la fonction RH est partagée, mais notamment la prévention avec une responsabilité des chefs de service, des agents eux-mêmes et de l'autorité territoriale. Donc les missions ont été diluées et réparties entre mon adjointe et moi pour le suivi des situations d'aménagement de poste et sur la chargée de développement des compétences pour le suivi des formations en santé et sécurité. Les autres points relais ont été les 4 assistants de prévention qui ont fait un super travail, qui permettent aujourd'hui d'approvisionner les pharmacies, qui m'accompagnent dans la mise à jour du DUERP, et aussi et surtout les chefs de service qui se sont mobilisés. Il y a eu des formations, il y a eu des retours qui permettent d'intégrer des dépenses de prévention sur les besoins 2026, de mettre à jour le DUERP et de continuer ce suivi des formations. On a également l'appui du centre de gestion. Voilà, merci à tous pour cette prise de parole et ces explications claires.
S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on passe au vote sur le toilettage. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Donc la quatrième délib, c'est donc la création, le recrutement des agents donc, en accroissement saisonnier d'activité donc pour la piscine et les services techniques. Donc voilà, un poste de chef de bassin, un pompier. Vous avez le détail, rien de neuf sous le soleil, sans faire jeu de mots. Comme d'habitude, on anticipe parce que je pense qu'aujourd'hui les maîtres nageurs sont bientôt les chasseurs de primes. Donc il faut être le premier sur le marché et avec des conditions qui sont de plus en plus difficiles à satisfaire. Voilà. Parce qu'il y a des concurrences, voilà. Bon, il y a bien des piscines qui ferment autour de chez nous, ça nous aide un peu. Mais en tout cas, c'est un vrai sujet, c'est pour ça que moi je remercie tout le travail du service RH là-dessus. Parce qu'en fait, pour les habitants, une piscine, c'est un bac avec de l'eau et de l'eau qui brille tous les jours. Bon, bah, moi je peux vous dire que pour suivre ça de près au quotidien, c'est finalement quand la piscine est pleine et qu'elle tourne, c'est pratiquement là où c'est le plus facile. C'est tout le travail qui est fait avant, il y en a pour plusieurs mois. Donc c'est un boulot énorme. Il faut le dire, je pense qu'on est sur le fil du rasoir chaque année. Mais puisque les recrutements, des fois, nous pètent dans les doigts au dernier moment. Donc voilà. En tout cas, c'est à savoir qu'une piscine aujourd'hui, les communes font l'effort d'avoir une piscine, c'est un effort. Voilà. Donc il faut le noter parce qu'il y a des communes quand même qui baissent les bras assez rapidement. Ce que je peux comprendre, parce que c'est quand même des soucis, c'est quand même du travail. Nous, on ne baisse pas les bras et même du point de vue technique, cette année, on n'a eu aucun problème technique. Donc là aussi, le fait de faire quelques investissements chaque année, d'anticiper les pannes, plutôt que d'attendre qu'elles tombent en panne. Voilà, donc la piscine, on anticipe les recrutements. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Ensuite, le recrutement d'agents pour accroissement temporaire d'activité, donc pour les temps périscolaires. Donc c'est la modification d'un poste qui a été créé le 9 octobre, donc ça se fait assez régulièrement, donc on passe de 9h41 à 9h. Il y avait un poste à 9h41 avec des adaptations, on peut passer ce poste à 9h. Voilà. Donc là on le fait assez régulièrement quand on doit ajuster. Service périscolaire. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, délibération adoptée, je vous remercie. Ensuite c'est l'approbation du RSU. Comme chaque année, donc je vous rappelle, le RSU c'est pas sur l'année en cours, c'est l'année d'avant, donc c'est le RSU 2024. Donc j'espère que vous l'avez tous lu. Avec ou sans intérêt, comme vous voulez, mais moi il faut l'avoir lu. Bon voilà, donc ça c'est un support, au-delà de la plaisanterie, c'est quand même un support, c'est quand même des critères d'évaluation sur un peu sur les absences, sur les accidents de travail. C'est un outil de pilotage entre guillemets, mais c'est pour le service RH. Et du coup, par rapport à la prévention. Eric, est-ce que tu as des questions? Juste une remarque et puis peut-être une réponse à propos des absences. Quand il est écrit en moyenne 32,2 jours d'absence pour tout motif médical en 2024 par fonctionnaire, ça veut dire que en moyenne, chaque agent est absent 32,4 jours. Non. Ça fait peur. Cette phrase est bizarre. Oui. La phrase est bizarre et surtout elle ne traduit pas la réalité réelle. On va dire que le RSU est pollué par des situations de longue absence. Les agents en congé de longue maladie ou en congé de longue durée sont comptés dans ce taux et ça pose la moyenne. Un agent qui est absent 365 jours. Ouais, il doit faire augmenter la moyenne. Mais effectivement, si on voulait aller dans la finesse sur le RSU, c'est des situations qu'il faudrait isoler. Après, le RSU tel quel, c'est un montage fait par les CDG, mais on peut interroger l'absentéisme en isolant ces situations pour être sûr. On est loin d'être, et heureusement, à 30 jours d'absence au moyen par an. Ok, alors je crois qu'ici il faut le voter lui aussi. Oui. Non, c'est de prendre acte. Donc il n'y a pas de vote. On prend acte
Donc, est-ce que vous êtes d'accord? On prend acte? Allez, on prend acte collectivement. Les finances. Délibération habituelle. Donc, la première délibération, c'est l'autorisation qui est donnée donc, à moi-même d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement sur l'exercice 2026. Vous avez un tableau derrière avec les pourcentages de ce qui peut être, donc c'est 25% à chaque fois, donc vous avez le tableau. Les crédits ouverts pour BP 2025-46, donc 25% du BP 2025, c'est 11 000, voilà, 46 000 et 11 660. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. On passe ensuite au versement d'un acompte de la subvention d'équilibre 2026 au profit donc, du CCAS. Comme chaque année, dans l'attente du vote du budget, on verse toujours un acompte au CCAS pour qu'il puisse fonctionner, parce que lui, il n'attend pas le mois de mars pour fonctionner. Voilà. Donc, l'acompte est de 185 000 €. Est-ce que vous avez des questions? Question, je propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. On passe maintenant à la DM donc 4, ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport au Barnum. Donc en fait, au chapitre des dépenses, on diminue les crédits de 1327 €. Et donc on augmente les crédits en recettes de 1327 €. Donc c'est vraiment uniquement pour rentrer en comptabilité ce don en nature de la part de la région. D'ailleurs, les barnums seront remis officiellement à toutes les communes du Pays Bordelais à Tullin. Tullin a été choisi pour la remise officielle des barnums de toutes les communes du Pays Bordelais. Le mardi 20 janvier à 11h30. Voilà, tout le monde est invité, bien sûr. Oui, pardon, on vote sur la délib là, qui est contre. Exceptionnellement, on va voter CPM. C'est pas très courageux, 1327 €. Quel engagement, quel engagement. Ok, à l'unanimité, UBL. C'est pas arrivé de parler, ça va être combien sur la dernière. On ne sait pas, Eric, on ne sait pas. Oui, d'accord. Signature ensuite du foncier, donc c'est la signature d'une convention d'opération entre le PFL, donc l'établissement public foncier local du Dauphiné, la communauté d'agglo du Pays Voironnais pour une opération ancien couvent des Ursulines. Alors, ça paraît à personne, ou apparemment, je pense qu'ancien couvent des Ursulines, si, il y en a qui vont faire les malins, c'est l'ex-IME. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'ex-IME. Donc, vous vous rappelez qu'il y a un sujet sur l'ex-IME, un bâtiment qui attend depuis 2014 qu'il se passe quelque chose. Il y avait un emplacement réservé dans le PLU qui permettait d'accéder pour qu'il se passe quelque chose à l'emplacement de l'ex-IME. On aura mis 4 ans de négociations, de travail acharné grâce à l'EPFL pour récupérer un bout des 2 terrains qu'on doit avoir pour l'emplacement réservé et donc pour l'accès. Donc en fait le PFL aujourd'hui achète ce premier terrain, en fait entre la Montépinée et l'IME, il y aura une route et il faut que cette route elle passe ici, donc il fallait que les propriétaires soient d'accord pour vendre, ce qui n'était pas le cas. Bon, les choses bougent, il y a une propriétaire qui est vendeuse, donc le PFL, parce que le PFL vous connaissez, c'est eux qui achètent pour nous, le portage foncier. Donc le PFL achète ce terrain à hauteur de 230 000 € en prévision qu'on puisse sortir un projet sur l'IME, ce qui n'importe pas le cas. Mais en tout cas, il n'y a pas de risque pour la commune et pour le PFL parce que c'est du terrain constructible à 230 000 €. Donc si demain il n'y avait pas de projet à l'IME, le PFL revendrait ce terrain et n'aurait pas à le vendre à la commune, on n'aurait pas besoin de le vendre. Contrairement à la maison Gondran, mais je ne reviendrai pas dessus parce que c'est pas le moment de faire des histoires ce soir, on n'a pas le temps. Où là, on a présenté un truc qui est invendable, irréparable et qui va coûter 500 000 € à la commune. Et finalement, je l'ai dit quand même. Ça fait du bien. Voilà. Enfin, aujourd'hui, le PFL est vigilant, c'est-à-dire que le PFL ne rachète pas
quelque chose sans qu'il y ait un projet derrière. Ce qui a été l'erreur avec la maison Gondran, parce qu'il n'y avait pas de projet derrière, donc aujourd'hui le PFL se retrouve avec ce truc sur le bras. Enfin, le PFL, la commune, parce qu'on va devoir le payer. Avec les frais de portage, on est à 500 000 euros. On voit que la capacité d'investissement de la commune est de 1 million, 1,5 million. Vous voyez ce que ça va faire quand on va devoir payer ce truc pour lequel on ne pourra pas faire grand-chose. Et pourtant, on s'en occupe. On essaye. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? On espère aussi qu'un jour l'IME sortira. Pardon. Je disais justement que c'est la première partie, qu'il manquait encore des terrains à acquérir. Alors, du coup, deux questions, où est-ce qu'on en est la deuxième partie? Et du coup, pourquoi faire derrière? L'objectif, c'est quoi? C'est l'immobilier, j'imagine? Alors, aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'on travaille. Alors, le sujet de l'IME, la visio était mardi matin, donc je l'ai bien en tête, ça me permettra de mettre au courant tout le monde. Il y a 3 sujets sur l'IME. Il y a le propriétaire de l'IME, de l'ancienne IME, qui est le groupe OVE. Et il y a sur l'emplacement réservé un terrain, celui qu'on vient d'acheter, donc je ne dirai pas le nom du propriétaire, puis un autre terrain aussi, donc je dirai le nom du propriétaire. Aujourd'hui, après 4 ans de négociations et de tractation avec le PFL, ces 2 propriétaires sont vendeurs. C'est-à-dire qu'on a réglé le problème de l'accès. Donc, mardi matin, nous avions une discussion avec l'OVE, parce que maintenant, il va falloir discuter avec eux pour que le PFL puisse racheter tout le tellement de l'OVE pour faire un projet. Alors, vu les sommes engagées, on n'y fera pas un parc, mais oui, il y aura certainement, alors moi quand je dis aujourd'hui, il n'y a rien, parce que il y aura forcément de l'habitat, on n'est pas loin du centre-ville, c'est plat, enfin on a eu des propositions de promoteurs, mais l'équilibre économique, il est à des années-lumière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'envisage même pas un projet, parce que l'équilibre économique n'existe pas, il y a même un déficit abyssal. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des projets, mais économiquement ils ne sont pas viables. Donc à l'heure où je vous parle aujourd'hui, le sujet de l'IME est toujours bloqué, et moi j'en veux beaucoup, je l'ai dit la semaine dernière, enfin mardi, j'en veux beaucoup à ceux qui, il y a quelques années, n'ont pas pris la mesure des conséquences que la commune va devoir supporter. Parce qu'il y a quelques années, l'IME est parti en 2014. Ça fait 11 ans qu'il ne se passe rien. Hein. Vous imaginez tous que si vous ne faites rien dans votre maison pendant 11 ans, elle va un peu perdre sa valeur. Et donc aujourd'hui, l'équilibre économique qu'il y avait il y a 11 ans, par rapport à la vente de l'IME, ce qu'elle valait aujourd'hui, à ce qu'elle valait à l'époque, ça permettait d'avoir un équilibre économique. Plus les années passent, plus l'équilibre économique ne se fait pas, et plus on rentre dans un déficit. Et depuis qu'on est rentré dans un déficit, le déficit se creuse. Voilà. Donc aujourd'hui, on est face à une équation qui, aujourd'hui, alors je vous parle, ne pourra pas se résoudre. Et pourtant, le PFL, je ne rentrerai pas dans les détails, le PFL c'est un établissement public, donc c'est de l'argent public, peut lever des subventions. On peut essayer de profiter de la loi de défiscalisation en ce moment qui est là de Normandie, c'est ça? Voilà. On a mis tout ce qu'on pouvait. Le projet aujourd'hui, avec tout l'argent public qu'on peut aller chercher, il reste encore un déficit abyssal. Donc voilà, encore un bel exemple de quelque chose qui aurait dû être fait il y a 10 ans et qu'aujourd'hui on n'arrivera pas à faire. Avec une ruine en plein centre-ville. Aujourd'hui, l'étape d'après, et c'est celle qui m'inquiète pour le prochain maire, c'est qu'il va devoir prendre, à un moment donné, certainement, un arrêté de mise en sécurité qui là va contraindre tout le monde à faire quelque chose parce qu'en fait, c'est squatté, ça s'habille. Donc voilà. Donc c'est un vrai sujet. 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on se mobilise sur ce sujet avec de l'argent public. Alors je vois pas. L'argent public souvent est bien pour régler les problèmes. Donc c'est un gros sujet lié. Très très gros sujet. C'est 1,5 hectare en plein centre-ville quand même. Avec un accès bien sûr que vous connaissez, hein, on ne fait pas des travaux en passant par la rue des Pierres. Aujourd'hui, l'accès ne se fait que sur la parcelle qu'on acquiert. D'ailleurs, c'est ce qui a été anticipé à l'époque du PLU, c'est complètement réservé. Mais ça a été, à mon sens, 2019, c'était déjà trop tard. Bon, c'est comme ça. Hein. On va régler le problème un jour ou un autre.
En tout cas, on y travaille, les choses avancent petit à petit. Peut-être que j'aurai une bonne nouvelle à vous annoncer d'ici le mois de mars, ou pas. En tout cas, le PFL travaille sur le sujet en lien avec notre service aménagement. Est-ce que vous avez des questions sur ce? Oui, bon, sans revenir sur le passé, puisqu'on a entendu souvent ce discours que les prédécesseurs ne faisaient pas tout bien. Certains choix ont été faits dans le passé, bons ou mauvais, ils ont été faits, et les conditions étaient sûrement différentes à l'époque. Donc là, si j'ai bien compris, on achète un terrain pour un projet qui ne pourra pas être fait. C'est ça? Puisqu'il y a un déficit abyssal. Alors, quel est l'intérêt d'acheter un terrain si on ne fait rien derrière? En fait, on n'achète pas. Aujourd'hui, le PFL, le prêt, parce qu'on on est dans une négociation qui peut aboutir. Et aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'il y a une solution. Il y a une solution. Mais il faut qu'il... Il y a une solution pour faire un accès? Non, pardon. Il y a une solution pour que le déficit soit absorbable. Mais encore une fois, il y a une négociation avec les deux, qui fait qu'il faut des conditions bien précises pour que ça marche. On en sécurise une, sachant que si les deux autres ne sortent pas dans les 6 mois qui arrivent, allez, on va se dire, le PFL revend. Voilà. Et donc, ne porte pas, la commune, ça ne passe pas un rond. Par contre, on sécurise ce terrain. Si le projet qu'on peut appeler IME ne sort pas, ça se sort assez vite. Oui. Ah oui, la visio, c'était mardi matin. Ouais. Avec le principe. Mais il y a encore des obstacles. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que il faudra forcément qu'il se passe quelque chose à un moment donné, parce que c'est une ruine en centre-ville en fait. Et l'étape d'après, à un moment donné, ça sera une mise en péril. Et là, c'est terminé. C'est-à-dire que là, il n'y a plus. Finalement, la mise en péril, ça veut dire que derrière, il n'y a plus de négociation et tout le monde a perdu. C'est ce qu'on essaye aujourd'hui d'expliquer. Aujourd'hui, l'ex-IMO est sur un bâtiment avec des éléments historiques qui sont classés au registre des monuments historiques sur la commune de Tullin, qui est extrêmement dégradé lié aux pluies et à l'ensemble des dégradations qui ont eu lieu, les incendies, etc. au fur et à mesure. La parcelle 467 là, qu'on acquiert, elle est là parce qu'elle est sur l'emplacement réservé, c'est le seul accès possible pour pouvoir faire le projet. La propriétaire foncière ne voulait rien entendre de ce projet-là depuis l'avènement du PLU en 2019. Ça fait 4 ans qu'il y a une négociation pour arriver à arriver avec quelque chose avec elle. Aujourd'hui, la parcelle fait 6 000 m². On acquiert 6 000 m² pour 240 000 € au total, 230 plus les quelques frais là, donc 240 000 €. S'il y a largement la place de faire 2 maisons en lieu et place, au moins on sécurise cette partie-là qui était la plus grosse verrue en termes d'accès, parce qu'on ne peut pas le faire accéder le projet par aucun autre endroit. Et ensuite, maintenant, il faut négocier. De toute façon, l'étape d'après, c'est tout raser, quoi. Et je pense que c'est dommage de raser une bâtisse qui a autant d'histoire sur la commune. Donc c'est pour ça que les négociations perdurent et vont bon train. Je tiens à préciser aussi que la commune n'a, c'est ce que j'ai rappelé mardi matin, n'a aucun intérêt sur le tellement de l'IME. C'est-à-dire que si la négociation n'aboutit pas, les propriétaires seront responsables de ce qui se passera derrière. C'est ça qui est plutôt bien pour la commune, c'est que nous, la seule chose, c'est que le maire ne doit pas engager sa responsabilité s'il arrive quelque chose. C'est tout. Mais le terrain n'est pas à nous. C'est-à-dire que si les négociations n'aboutissent pas, je dirais que la commune, elle craint pas grand-chose. Voilà, elle prendra. C'est juste qu'il faudra faire attention de prendre un arrêté assez rapidement avant qu'il arrive quelque chose. Parce que là, pour le coup, ça sera le maire qui sera responsable. Mais sinon, aujourd'hui, si les négociations n'aboutissent pas, je dirais que c'est les 3 privés, c'est-à-dire à la fois les 2 qui sont sur l'espace réservé et le propriétaire de l'ex-IME, qui seront contraints de trouver une solution. Enfin, c'est pas nous, c'est la loi qui leur obligera. S'il y a un risque, ils vont devoir démolir et du coup, ça leur coûtera de l'argent. Bon, voilà. En tout cas, on espère que ça bouge. Donc, en résumé, quelles sont les chances que le projet aboutisse? Il y en a très peu ou... Parce que tu parles d'un déficit abyssal, donc personne ne va s'engager sur un déficit abyssal. En fait, moi je peux pas trop en dire ce soir parce que voilà, il y a plein de gens, mais aujourd'hui, peut-être que la sagesse l'emportera. Voilà.
C'est tout ce que je peux dire. Donc il y a un projet qui peut se monter sans déficit abyssal. Oui, il faut simplement que quelqu'un se dise ça vaut pas ce que j'en veux. Voilà. Compte tenu des risques qu'il y a, peut-être. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'acceptation. Voilà. Aujourd'hui, On voit des choses plus belles qu'elles ne sont. non, mais aujourd'hui, on est en pleine zone d'OPHRU avec une aréna qui fonctionne au Alors attention, juste pour plaisir, on n'est pas dans l'OPARE. Et ça aussi, c'est du coup. En fait, l'OPARE, elle s'arrête au bord. On est en plein OPHRU, on a le centre de Tunin. Mais pas. Laisser une ruine dépérir juste à côté. Oui, voilà. Voilà, c'est un moment. C'est un projet très complexe, très coûteux, et les municipalités précédentes n'ont pas oublié ce projet. Non, en fait, ils l'ont pas oublié, c'est qu'à l'époque, ils auraient peut-être dû laisser le privé s'en occuper, parce qu'à l'époque, l'équilibre existait. Et aujourd'hui, le public est obligé de se mobiliser parce qu'il y a des. Voilà. Le seul regret que j'ai, c'est qu'en 2014 ou 2015, le privé aurait pu faire quelque chose d'équilibré. Parce que le bâtiment était encore en état. C'est tout. Mais. Bon, je crois que c'est très compliqué. Ah non, mais là, le problème d'accès, il y était. Mais ça a bien été réagi, puisqu'il y a eu un emplacement réservé de nuit. Ça, c'est parfait. Si les propriétaires ne veulent pas vendre, Ah non, on a réussi à leur faire changer d'avis. la capacité de négociation, C'est pas la mienne, c'est le PFL. Bon, t'as raison, fais pas l'histoire. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération de terre. Merci. Ensuite, la signature d'une convention d'occupation temporaire du domaine public en vue de la réalisation et de l'exploitation d'une centrale solaire photovoltaïque avec la société Ombrizet. Je vais laisser Florian en parler un petit peu. Dans le détail. Donc enfin, on a voté, je vous rappelle, on a reconnu en 2024 la société Ombrizet après avoir fait un appel à manifestation d'intérêt pour réaliser une centrale photovoltaïque et couvrir les deux terrains de tennis du fond, après avoir rénové les deux premiers terrains de tennis en 2022. Donc là, le but est de couvrir, vous l'avez dans le dossier, l'ensemble des deux terrains de tennis au fond, donc c'est 2000 m² de panneaux solaires qui seront mis en place pour une estimation de production à 350 kW crête. Le but c'est de l'injecter dans le réseau prioritairement sur la commune. Donc ça c'est pour le projet global et permettre également à nos tennisman de faire du tennis à l'abri, produire de l'énergie verte. Et de ce fait-là, il faut qu'on conventionne avec l'entreprise, avec la société Ombrizet pour une durée mise à disposition de 30 ans, qui est une durée habituelle. Bien entendu, on a consulté et on a demandé, en lançant cette année, à l'ensemble des centrales villageoises ou centrales de construction verte qui existent sur le territoire de répondre. On a eu de nombreuses réponses. Le club de tennis est, je pense, plutôt ravi d'avoir bientôt 2 cours couverts. Le permis est validé et c'est le dernier élément qui nous manquait après l'accord d'Enedis sur le raccordement au transformateur de l'énergie qui sera produite. Voilà. Et les travaux, c'est quand? À peu près. On est censé démarrer au mois de février. Non, mais voilà, c'est dans l'année. Voilà, de démarrer dans l'année pour enfin lancer ce projet. Ouais, c'est en 2026. Oui, donc le projet a été travaillé effectivement avec le club de tennis, Oui. donc ça c'est plutôt intéressant pour le coup. Sur le plan, on voit que ça déborde un peu sur la piste derrière. Ça déborde sur l'espace vert. Ouais. Sur l'espace vert, donc il n'y a pas de problématique. Et on avait besoin d'avoir une forme qui était quand même cohérente parce que pour pouvoir jouer avec la FFT, il faut avoir des terrains qui soient bien dimensionnés. Donc tout a été calibré en hauteur, en largeur, en dépassé de toiture pour éviter le maximum de la pluie battante également. C'est pour ça que ça déborde un petit peu sur l'autre terrain qui est également commun. Merci Florian. D'autres questions? Il n'y a pas de questions, je propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. On passe à 2 délibérations pour l'intercommunalité. Donc la première c'est l'approbation de rapport de la commission locale d'évaluation pour les charges transférées à la CLET, donc relatif la première délit concerne la restitution de la compétence crématorium aux communes et ensuite l'intégration de la commune de Voret dans le dispositif PLI, donc c'est le plan local pour l'insertion et l'emploi. Voilà, donc
La CLEP, comme vous savez, c'est une commission, donc elle a lieu au Pays Voironnais et on doit nous valider les choix de la commission. Donc, je vous rassure, il n'y a pas de projet de crématorium sur la commune de Thullin. C'est juste qu'il y avait un projet de crématorium sur le Pays Voironnais. Il y a eu un petit sujet. Bon, je renvoie à ce qui s'est passé en conseil communautaire. Du coup, la commune de Voiron s'est positionnée pour construire le crématorium. Donc, du coup, il fallait que la CAPV rende la compétence aux communes qui permet à la commune de Voiron de construire le crématorium. Et qui sera bien sûr au bénéfice du territoire, puisqu'il y a vraiment la nécessité, vous le savez tous, un crématorium sur le Pays Voironnais. Donc voilà, c'est très technique. Et puis la deuxième, c'est donc le pli, en fait, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais jusqu'à ce transfert, le pli était, enfin, 90% du pli était porté par la maison de l'emploi. Seule la commune de Vorep, comme irréductible gaulois, j'avais dit en conseil communautaire, avait voulu garder le pli en interne, et donc là récemment, ils ont transféré la personne qui s'occupe du pli à la maison de l'emploi, donc il y a un transfert de compétences de 14 000 € qui se fait, je crois que c'était ça. Si, c'était la maison de l'emploi. C'est ça, c'est 14 000, je crois. Ouais. Voilà, donc c'est très technique, c'est pas des compétences, on n'est pas sur la petite enfance ou sur le sport, qui ferait couler de l'encre, c'est simplement très technique. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, je propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. Ensuite, la signature de la convention de déneigement des voiries de la zone du Peuras et de la déchetterie. Bon, ça c'est habituel chaque année. C'est une convention qui est passée avec le Pays Voironnais parce que vous savez que les voiries de la zone du Peuras appartiennent bien sûr à la CAPV, puisque c'est la CAPV qui a la compétence économique. Et donc il y a une convention qui est passée, ce qui nous permet de facturer, concernant le déneigement de ces voiries. C'est nous qui le faisons, et donc c'est refacturé au Pays Voironnais. C'est habitué au Pays Voironnais de venir juste ici pour déneiger une route. Voilà, donc là c'est chaque année qu'on la repasse. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, je propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Là aussi, c'est pas de délibération, mais c'est la présentation du rapport 2024 sur le prix et la qualité du service du cycle de l'eau du Pays Voironnais. Donc là aussi, comme le RSU, je vous invite à le lire, très intéressant parce qu'on a plutôt un vice-président dynamique au cycle de l'eau, très innovant, et donc il y a plutôt des bons résultats en termes d'investissement, de changement de réseau, et puis surtout en termes de gestion des fuites, on est plutôt pas mal. Et ça c'est bien parce que quand on sait que c'est pratiquement 20% qui partent. Ouais. Bon. Il y avait un article dans le mag du Pays Voironnais. Ce que vous avez, bon, il n'y a pas de, pardon, c'est pas de délibération, il faut que ce rapport il ait été présenté dans les communes. Et voilà, c'est bon pour moi. Je vais laisser la parole à Dolores pour 2 délibérations, il me semble. Une, pardon. Une, oui, juste la modif du PCS. Ah oui, pardon, le micro. Merci. Il s'agit d'approuver la révision du plan communal de sauvegarde. Donc, le plan communal de sauvegarde, c'est un document qui définit l'organisation qui est prévue en cas de risque majeur sur la commune, en cas de crise. Et ce document définit donc les moyens d'alerte, de soutien à la population, tout ce qu'on peut mettre en place au niveau communal. Donc, le PCS a été révisé la première fois en 2023. Ce qui nous amène à réviser une seconde fois, c'est qu'entre-temps, nous avons fait 3 exercices de sécurité, 2 concernant les inondations sur la commune, et un autre exercice concernant les attentats, prise d'otages. Et de ce fait, nous avons été amenés à modifier certaines procédures qui étaient mises en place pour les améliorer, pour être plus performants en cas de crise véritable sur la commune. Par ailleurs, en février, nous avons pris une délibération pour intégrer dans le plan communal de sauvegarde une réserve communale de sécurité civile. Il fallait de ce fait réviser aussi le plan communal, puisque celui-ci est envoyé en préfecture après, comme tout PCS qui se doit. Voilà, donc l'idée c'est d'approuver ce
pour le moment. C'est un 18e que je rencontre la semaine prochaine. Voilà, non, je suis assez contente. Ouais. C'est des gens qui sont investis, qui vraiment ont envie d'apporter un soutien, d'être présents quand il y a beaucoup dur sur la commune. Je les en remercie. Et il y a eu une formation aussi. Et Ils ont eu une formation premier secours avec les pompiers qui a permis de se créer du lien entre eux, surtout pour qu'ils fassent prennent connaissance, parce qu'en principe, on n'aura jamais appel, enfin, on espère ne jamais faire appel à ces bénévoles. Ça sera mieux, ça veut dire qu'on n'aura pas eu de gros problèmes sur la commune. Mais si jamais on doit les faire intervenir, c'est quand même mieux s'ils se connaissent un petit peu, s'ils ont un petit peu de lien et de motivation qui perdure. Donc il est important qu'on filme les gens, qu'on maintienne ce lien avec les bénévoles. oui, moi j'insiste parce que j'étais pessimiste quand Dolores a proposé la création de cette réserve communale et je suis allé les voir le jour de la formation chez les pompiers et plutôt des gens engagés. Donc c'est vraiment chouette. Je pense qu'il faudra. Le sujet sera comme tout à l'heure, ce qu'on parlait de la conseillère prévention, là le sujet va être d'animer ce groupe, parce que s'il n'y a pas d'animation, il va disparaître. Voilà. Donc ça sera une des missions de Dolores jusqu'à la fin du mois de mars et on espère quand même que ce sera repris aussi après, parce que le PCS, c'est comme tout, on dit que ça arrive aux autres. Alors, les inondations du 25 juin l'année dernière, quand ça arrive, c'est bien qu'on peut compter sur les gens. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. La parole est maintenant à Anne Bourbeau pour 3 signatures de convention. Avec les. Voilà, vous avez l'habitude de ces conventions. Donc oui, on a 3 signatures de convention pour des enfants qui sont scolarisés en dehors de la commune de Tullin. La première, c'est la signature d'une convention entre communes sur la répartition des charges des écoles publiques de Moiran pour un élève tullinois accueilli en classe primaire durant l'année scolaire 2024-2025. Je pense que vous avez tous eu connaissance de la convention par écrit. Moi, je voudrais juste ajouter le côté humain. En fait, c'est un enfant qui est porteur de handicap mais qui n'est pas encore notifié. Mais en fait, c'est un enfant pour qui il a déjà été mis en place beaucoup d'adaptations au sein de son école. Et effectivement, nous, on a accepté la dérogation pour qu'il puisse être sur l'école de Moiran pour une continuité éducative et que son accompagnement puisse être de qualité. Parce qu'il y a toujours une classe ULIS actuelle. Oui, mais c'est ce que je dis. En fait, cet enfant-là, il n'est pas en dispositif ULIS. Et du coup, en fait, il est en inclusion, il est en classe ordinaire, mais il y a eu pas mal d'adaptations qui ont été faites dans son école sans qu'il soit en ULIS. En fait. Mais oui, il y a toujours 2 dispositifs, un à Tullin et un sur l'école de Fure. Donc pour la première, voilà, vu l'avis de la commission petite enfance et vie des écoles du 9 décembre 2025, on vous demande d'approuver la convention et d'autoriser monsieur le maire à signer la dite convention. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Merci. Ensuite, on a la signature d'une convention de participation financière aux frais de fonctionnement, cette fois d'une école privée de Saint-Jean-de-Moiran, sous contrat d'association pour les élèves tullinois, accueillis pour l'année scolaire 2025-2026. Donc ça, c'était l'annexe, je ne sais pas combien. Voilà. Et donc, on a 2 élèves en maternelle et 7 élèves en élémentaire. Qu'est-ce qui justifie ce nombre élevé d'enfants qui ne sont pas scolarisés à Tullin et à l'extérieur? En fait, c'est des enfants dont les parents, et je ne sais pas si vous avez lu cette phrase, c'était marqué uniquement pour les enfants dont la scolarisation dans une autre commune trouve son origine dans l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans la même commune. Et ça, on fait à chaque fois, mais d'habitude c'est 1 ou 2 enfants, maintenant on en a 9. Donc c'est des très grandes familles, c'est ça? Alors c'est soit des familles séparées effectivement, soit en fait des gens ont déménagé entre temps et l'enfant, le grand frère ou la grande sœur était déjà à l'école privée de Saint-Jean-de-Moiran et du coup on autorise ces dérogations pour que souvent on ne peut pas séparer les fratries quoi. On ne va pas laisser un enfant dans l'école privée de Saint-Jean-de-Moiran et demander à l'autre de venir. Je suis surpris par le nombre. Je sais que par confort,
les parents choisissent le privé, et par confort en plus en dehors de la commune. Pourquoi par confort en dehors de la commune? Notre école privée, elle est complète. Ouais, mais. Enfin, l'école privée, c'est la même. L'école publique de Tullin n'est pas si bien pour certaines personnes. Ah bah ça, c'est le libre choix de chaque famille. Voilà, c'est le libre choix, mais il faut que c'est leur choix. Pourquoi on va payer pour cette famille qui quitte la commune? Bah après, on paye aussi. Oui, alors après, ça reste des enfants tullinois à qui il faut assurer une éducation, une scolarité. Même si je te rejoins, Eric, sur le principe, il n'empêche qu'on ne déroge pas à cette loi-là. Et que. L'école de Tullin, je pense que il n'y a pas raison d'aller l'extérieur. Non, mais ça, on le Ouais. partage. Ouais. Et là, la loi pourrait évoluer aussi. La loi pourrait évoluer aussi pour donner un peu plus de pouvoir aux communes. J'ai ça juste pour bien comprendre. La loi nous oblige à financer, quelles que soient les raisons pour lesquelles les enfants vont ailleurs. Alors, il y a une dérogation, quelle que soit la raison ou non. Si c'est juste j'ai envie d'aller là-bas, ça ne marche pas. Là, il y a des critères en fait. Et tant qu'ils rentrent dans les critères, c'est difficile de. Oui, mais vous les critères, je pense, les critères qui sont ceux qui. Est-ce que c'est nous qui fixons Oui, les tout à fait. Le critère des dérogations, il a été d'ailleurs revu, je crois, en 2022 ou 2023. Clotilde Berthier est intégrée dans ce comité de dérogation d'ailleurs. Et effectivement, c'est nous qui fixons les critères. Mais tout peut être interrogé, c'est certain. Le nombre est impressionnant. Ouais, là, cette année. Alors après, peut-être que. Oui, c'est. croire qu'ils sont tous dans les critères. Ah, si. Bah, après, on n'est pas seul décisionnaire. On a les directeurs d'école, on a l'inspecteur de l'éducation nationale qui a un droit de regard, donc c'est pas que nous qui sommes décisionnaires. Il faut que le commune soit d'accord aussi. Oui, en plus, c'est vraiment une convention entre les deux communes. Donc, on demande également d'approuver cette convention de participation financière et d'autoriser M. le maire à signer la dite convention. Ça n'empêche que ça ne nous fait pas fermer les classes sur la commune. Donc l'année dernière, on a été l'une des seules communes à ouvrir une classe. Il semblerait qu'on la maintienne pour la rentrée Oui, 2026. on est déjà en train de travailler sur la rentrée 2026. Il n'y aura pas de suppression de postes de l'éducation nationale et un maintien, alors avec plein de petits réajustements, mais en tout cas, on ne fermera pas de classe en 2026. Mais en tout cas, la remarque d'Éric est intéressante de Ah suivre oui. l'évolution et peut-être qu'il y a un moment donné, il faudra retravailler les critères. Voilà, en tout cas, c'est la suite. Je vote contre. Ok. Pour celle-ci. Oui, ok. À deux ou un? Donc, ah oui. Pour Franck, Un seul. Non, non, juste un. je suis pas sûr que Franck défende l'école publique. Privé. Je ne défends pas l'école privée. Non, mais c'était une boutade. Ils y comprennent pas ce soir avec tout ça. C'est difficile. Voilà, pour nous, c'est nickel. Et enfin, la dernière. Pardon. Oui, Ah oui, pardon. donc Eric est contre, et sinon tout le reste, ok. Ouais, vous aviez. Allez. Et enfin, la signature d'une convention pour la répartition des charges des écoles publiques de Saint-Jean-de-Loire-Bangor pour un élève tullinois accueilli en classe primaire. Question, pas de question, je propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération votée, merci. Anne, la parole est à Brahim maintenant pour deux délibérations. La première, la signature de la convention générale d'objectifs avec la MJC. Ah pardon, je suis déjà allé à l'autre. Voilà, le règlement intérieur qui on fera la MJC. Ça permettra à Xavier de se préparer qu'il ne peut pas voter la dernière. C'est bon? Ah bah Paul nous a alerté là-dessus, t'es plus au conseil d'administration? Non? Non. Non, d'accord, je n'entendais pas ça. Ok. Non mais il faut qu'on soit vigilant donc. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas de. Bonsoir à toutes et à tous. Je tiens à renouveler mes excuses pour les petits contretemps. Donc on va commencer par la première délibération concernant le règlement intérieur du Vélodrome. Donc c'est que du coup les dissolutions du comité de gestion du Vélodrome, qui était une association qui jusqu'à présent gérait l'utilisation du Vélodrome, les créneaux, etc. par alternance entre le
le club de Lyonnaise. Donc suite à cette dissolution, on a du coup repris la gestion nous en interne à la mairie et plus précisément le service des sports. Donc, du coup, on a rédigé un nouveau règlement intérieur relatif à son utilisation. Sur le règlement intérieur, il est en annexe. Donc, pour ceux qui l'ont lu, c'était quand même de refaire un toilettage de ce règlement qui était un petit peu fin jusqu'à présent. Et donc du coup, en lien avec le service des sports et M. Drango qui est à ma gauche, on a retravaillé le règlement intérieur, qui est un peu plus, on va dire maintenant, mis au goût du jour. Et on a travaillé aussi, c'est important de le dire, en concertation avec le club de pétanque, ainsi que le club de la LOC. Il y a encore un club de boule lyonnaise? Oui, il y a toujours un club de boule lyonnaise, qui était en sommeil pendant un petit moment et qui est reparti. Oui, réveillé, c'est peut-être un bien grand mot. Il ouvre un œil. Son café et donc du coup voilà, mais c'est aussi important, je vais faire une petite parenthèse, Gérard, je pense que tu me donnes moi. C'est qu'on a décidé aussi à un moment donné que ce boulot, il fallait faire un petit peu plus vivre en dehors de l'utilisation de la pétanque et de la longue. Et pour le coup, maintenant, sur ces 3 dernières années, on a vraiment fait une utilisation un peu plus poussée sur divers événements. Le dernier en date, c'était la remise des récompenses pour la série du Pays Nord Trail Series. On avait un boulodrome totalement transformé. Et je tenais quand même à saluer justement l'idée de réaliser cette cérémonie au sein du boulodrome. Très prochainement, on a aussi la fédération de la randonnée départementale, c'est ça là, qui va occuper le boulodrome. Donc voilà, c'est des événements que je cite sur les 2 derniers, mais on en a eu plein d'autres. Et on essaie de faire vivre un petit peu plus ce boulodrome qui, pour le coup, coûte de l'argent. Et c'est bien d'en faire un autre usage. Voilà, et le pari est plutôt réussi, quoi. Donc, mutualiser. Donc, du coup, Marie, s'il te plaît, et les clubs des communes extérieures qui l'utilisent, ils payent une location? Alors, c'est important. Donc, petite précision. Le seul club extérieur qui l'utilise, c'est la longue de Saint-Quentin-sur-Isère. Et je m'explique, c'est un échange de bons procédés avec Saint-Quentin-sur-Isère, puisqu'ils mettent aussi à disposition leur structure sur la commune de Saint-Quentin à certaines associations de la commune de Tullin et l'IME. Donc c'était un peu le deal qu'on avait avec eux, et on conventionne du coup directement avec le club de l'Oncle de Saint-Quentin. Donc il y a une convention de mise à disposition à titre gratuit, comme le fait aussi la commune de Saint-Quentin-sur-Isère pour certaines de nos associations. Qu'est-ce qu'on utilise à Saint-Quentin? Le gymnase, leur salle multisport, qui est toute neuve, qui date de même pas 7 ans, flambant neuf. Voilà. Merci. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le règlement intérieur du boulodrome et de l'espace extérieur et d'autoriser M. le maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'application de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. On passe cette fois-ci la convention générale de la MJC. C'est ça. Donc du coup, comme vous le savez, la MJC du Pays de Tullin est une association historique sur la commune qui gère de nombreux services à la population, dont la jeunesse, l'enfance par le biais du centre de loisirs, ainsi que la famille et la parentalité. Et de ce fait, et de par la subvention qu'il aurait octroyée, régit une convention générale d'objectifs entre le lycée du Pays de Tullin et la ville. Et donc du coup, il a été, cette convention sur 3 ans, donc en fait 1 an renouvelable 2 fois, ce qui fait 3 ans. Et donc du coup, elle était terminée fin 2024.
Et on a pris la décision de leur donner une année supplémentaire pour retravailler tranquillement en concertation avec nous, la ville et eux, tous les modes d'usage de cette convention, les instances aussi, parce qu'il a fallu retravailler toutes les instances, à savoir les comités techniques, les groupes de travail, les comités de pilotage, etc. Il a fallu aussi la remettre à jour parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'on a signé une CDG et que du coup la MJC ne travaille plus à l'échelle d'une commune mais à l'échelle d'un bassin de vie. Et ça aussi, c'est important de le remettre et mettre à jour ces éléments-là. Qui plus est, il y a aussi un autre sujet qui est, et très prochainement on va en parler sur la prochaine délibération, de mettre un dispositif d'aide au BAFA sur l'intercommunalité. Il faut qu'on vote, mélange pas. Non, mais Ça fait sur la MJC là. Non, mais justement, en fait, au sein de cette convention, il y a aussi Oui, mais et donc du coup, on va passer au vote. oui, la MJC fait partie intégrante du CTG, de la CTG. Exactement. Voilà, c'est un acteur de la CTG. Donc, il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la convention générale d'objectifs entre la commune et l'association MJC du Pays de Tullin et d'autoriser M. le maire à signer la dite convention ainsi que les amendements éventuels. Oui, alors, évidemment, pour ma part en tout cas, je voterai pour cette convention. Je me réjouis effectivement que la MJC soit encore soutenue par la ville de Tullin. Je trouve que c'est surtout une bonne chose au regard des missions qu'elle réalise. J'ai juste un regret finalement plutôt sur la sémantique de cette convention, puisque il est indiqué que la subvention est exclusivement dédiée au financement des postes permanents. Je trouve ça, alors c'est de la sémantique, mais pas que, parce que les impôts ne doivent pas financer des postes quelque part là-dessus, et j'aurais préféré voir clairement écrit que la contribution de la ville de Tullin aidait au fonctionnement et des actions mises en place en faveur de la jeunesse, de l'enfance, de la famille, plutôt que simplement une subvention qui paye les salaires. Voilà. Donc c'est un peu de sémantique, mais pas que, parce que les actions finalement elles sont plutôt chouettes portées par la MJC, hein, c'est vraiment pas un jugement de valeur là-dessus. Oui, mais pour qu'il y ait des actions, il faut bien un salarié. C'est évident, mais la subvention pour moi elle finance des projets et des activités menées certes par des salariés, mais le jour où il y a un salarié en arrêt, on va pas baisser la subvention, je n'espère pas. D'ailleurs la subvention ne couvre pas la totalité des salaires non plus. Donc vraiment c'est une question de sémantique, mais ça a quand même du sens. Et j'aurais préféré que la ville s'inscrive sur une politique enfant-jeunesse. C'est le cas à travers cette convention, on est d'accord. Je pinaille sur les mots, mais quand même les mots sont importants. Ok. D'autres questions? Non. Si on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La convention avec la MJC est adoptée. Brahim, une dernière minute concernant un beau projet concernant le BAFA là aussi où vous avez travaillé depuis un petit moment. C'était nécessaire, donc je ne vais pas refaire l'historique. Vous savez que le Pays Mornais s'est désengagé sur cette aide pour le financement de BAFA, après sur le début du mandat. Donc la convention territoriale globale a été signée en 2022 par l'ensemble des communes du Pays Mornais, dans le cadre de l'Isère, du département de l'Isère et du centre intercommunal du CIAS. L'ensemble des partenaires s'étaient engagés à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs sur les plans d'action qui ont été co-construits sur une approche vraiment communale. Donc l'une des fiches actions du plan d'action de la CTG est là pour formaliser la mise en place du dispositif BAFA territorial sur le Pays Mornais, qui a été initié en 2024 par, il faut le reconnaître, l'AMJC de Rive et l'AEJ Haute-Morge, qui est Saint-Étienne-de-Crossé et Saint-Obre. Donc il y a plusieurs années, donc, face aux difficultés, il faut rappeler à un moment donné pourquoi ça a été initié par l'AEJ de Rive et l'AEJ de Haute-Morge, mais cette problématique elle est aussi à un moment donné visible sur l'AEJ de Tullin. Donc il y a plusieurs années, face aux difficultés de recrutement du personnel qualifié, j'ai rencontré les organisateurs d'accueil collectif des mineurs. Donc l'AMJC de Rive et l'AEJ ont
mis en place un dispositif de proximité favorisant l'accès au BAFA pour les jeunes des 31 communes du Pays Bordelais. Actuellement, pour les questions de mobilité, les enfants étaient amenés souvent à aller jusqu'à Grenoble. Le seul endroit, et encore on n'était pas sur l'intégralité, il y avait soit du théorie, soit du PERF, c'était sur Voiron. Et donc pour balayer un peu ces problématiques de mobilité, on a eu deux communes qui se sont proposées pour apporter deux étapes de la formation BAFA. Et donc, fort du succès de ce dispositif pour ouvrir l'accès à la formation d'entrée des jeunes, donc un parcours BAFA pluricommunal a été proposé dans le cadre de la CTG, comme non structuré et pérenne. Donc c'est important de le dire parce qu'aujourd'hui, il y a souvent des jeunes qui passent le BAFA, soit ils commencent et ils ne vont pas au bout, donc du coup ça engage quand même la dépense, soit à un moment donné, ils démarrent, ils ont le BAFA, et en fait, pour une question peut-être de mobilité pour les études, ils vont plutôt rendre service à d'autres communes qui initialement avait quand même aidé financièrement cette jeune à passer son BAFA. Donc l'engagement écrit est interdit, il y a uniquement un engagement moral qui n'a pas vraiment de valeur, mais l'avantage en fait, quand on est un sur le pluricommunal, c'est qu'on a directement la responsable du secteur jeunesse qui va identifier les jeunes et qui par l'accompagnement et le conseil va permettre à un moment donné de pérenniser les jeunes sur la structure. Donc ça a vraiment porté ses fruits. Et aujourd'hui, ça propose du coup aux jeunes un parcours complet sur un an, avec la session générale, c'est ce que je disais, l'approfondissement, pour 20 stagiaires qui pourront bénéficier donc prioritairement les jeunes des communes qui ont contribué. Et sur les 31 communes, il y a 16 communes qui sont signataires pour cette première année. Donc c'est tous les ans, la convention est à re-signer, donc ce qui est plutôt à un moment donné encourageant, je dirais, comme on le disait. Et donc du coup, voilà, on va continuer comme c'est le cas. Là, c'est marqué 14 communes et c'est 16 communes pour information. Je confirme parce que le Pays Bordelais a envoyé entre-temps le modif. Donc voilà. Et ben, on va passer au vote. Donc ça, c'est un chouette exemple là, de la mutualisation des forces face à des problématiques que toutes les communes rencontrent. Plutôt que chacun essaye de trouver une solution qu'il ne trouvera pas tout seul dans son coin, là c'est un vrai travail au niveau du bassin de vie. Le découpage aussi au niveau du bassin de vie, il est plutôt pertinent parce que partager avec une commune, c'est pas partir du bassin de vie, c'est pas très forcément intelligent, cohérent. Donc je trouve que là, cette CTG, c'est une belle amélioration, en tout cas, une belle collaboration sur des problématiques communes. Je vous ai rajouté en plus d'avoir à un moment donné l'aspect de l'efficacité, c'est que du coup ça coûte moins cher au CCS, parce qu'on avait une enveloppe dans les aides facultatives. En plus du permis éco-citoyen, on proposait une aide facultative pour passer le BAFA qui était 1 500 € à l'année, répartie vraiment selon les demandes. Et là aujourd'hui, ça va nous coûter 337 € et le reste à charge pour un jeune avec le bonus territoire. En fait, à la fin, le jeune, limite, j'ai envie de dire, il fait même du bénéfice, mais c'est pas possible. Mais au final, en fait, il paye plus rien. C'est-à-dire son BAFA lui est financé intégralement et qui plus en plus sur des communes toutes proches. Parce que sur la dernière session qui a eu lieu à Rive, sur les 20 stagiaires, important de le rappeler, on avait 5 tuiles. Donc, ce qui est plutôt voilà. Évidemment, on peut que se réjouir de ça, clairement, parce que les difficultés de recrutement, elles sont partout sur toute la globalité. Ça va un peu mieux en ce moment, mais globalement, on sait que c'est hyper fragile. Après, tu parles d'une mutualisation. Enfin, moi, je trouvais que c'était le job du Pays Bordelais, donc on peut quand même regretter que le Pays Bordelais soit désengagé de ce programme. Elle se fait quand même. Mais elle se fait quand même, et c'est très bien. Bien sûr, on peut saluer l'initiative. J'avais juste une question sur les organismes de formation. Est-ce qu'il y en a qui ont été ciblés ou pas du tout? Merci. Comme tu sais, les Franca, CMEA ils sont déjà intervenus sur Rive et la Logine, donc Franca et CMEA pour les citer que, mais il y en a plein d'autres qui peuvent très bien rentrer dans la boucle, en sachant que ces sessions sont du coup dispensées par ces centres de formation qui viennent directement dans les locaux des MJC qui sont cités, donc il y aura qui ont été identifiés et fléchés très prochainement. Donc sur 2026, Rive et la Haute-Borge, 2027, Tullin, Vorep et
moi. Donc, centre de formation se déplace dans les locaux de la MJC cité, avec la mise à disposition d'un animateur de la MJC qui dispense la formation dans ces locaux. Voilà. Quand tu parles de moi, tu parles de quelle structure? Ah, Là, je m'exprime en tant que DRH et pas en tant que directeur de pôle. Il y a un autre atout à cette convention, c'est qu'en termes de stratégie de recrutement, stratégie de formation, on est obligé d'avoir aujourd'hui, pour respecter les taux d'encadrement et les impératifs de l'ACSPORT, 50% de BAFA, 30% de stagiaires et on peut aller sur 20% de non-diplômés. C'est une enveloppe qui est non négligeable sur le plan de formation parce qu'on l'accompagne, on paye des formations BAFA pour les agents pour respecter ces engagements et ça réduirait le coût au lieu d'être à quasiment 500 € par agent à un peu moins de 100 €. Juste, c'est en débat, mais juste se rappeler politiquement que le BAFA est accessible à 16 ans. Et que même si certains mineurs sont encadrant d'autres mineurs, ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir un travail de qualité. On peut même commencer à 16 ans. Exactement. Super. Allez, est-ce que il y a des questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, délibération adoptée, je vous remercie. Nous sommes arrivés au bout de ce conseil municipal et de toutes ces délibérations. Est-ce que vous avez des questions diverses? Des questions tout court? Et Xavier? Ouais, une question presque naturelle. C'est quoi la suite pour vous? On va au resto. Et après, on part tous en retraite chez moi sur une île déserte. J'ai pas compris du coup. Est-ce qu'il y a pour les élections municipales, pour être très clair, est-ce qu'il y a des projets Peut-être que nous aussi on fera un communiqué de presse, je ne sais pas. Rien décidé pour le moment, rien de communiqué. Rien de décidé pour le moment. Comme je l'ai dit au mois de juin, comme je l'ai dit, je l'ai répété à chaque fois que la journaliste m'a appelé. Nous on est là jusqu'au 22 mars. On a des sujets du quotidien. Avec Anne, on a des sujets chauds au niveau du périscolaire. Et du scolaire. Et du scolaire. On a un chantier à 4 millions d'euros qui va à 3,5 millions d'euros qui doit se terminer dans le centre-ville. Donc nous, aujourd'hui, on est dans l'action et dans le quotidien. Voilà. Si dans certaines communes, ou même sur la commune de Tullin, les choses s'affolent, nous on ne s'affole pas. Voilà, on verra. On va laisser passer les fêtes. Il y aura certainement une décision qui sera prise en début d'année. Voilà. Mais on va tous passer les fêtes tranquilles. C'est géré comme il faut. Voilà. Mais l'échéance la plus proche, c'est vraiment le restaurant, ça c'était pas une bêtise. Vous voulez dire un mot? Alors, je ne l'ai pas fait, mais je vais quand même faire une remarque sur la convention générale d'objectifs qui a été travaillée. Je voulais vraiment saluer le travail de Philippe Martin Cochet, qui est directeur du CCS, ainsi que Emmanuel M, qui est la chargée de coopération. Ça a été un gros travail, on a dû se voir au moins plus d'une vingtaine de fois et Anne a bien placé pour en parler. Et Nicole et au final, voilà, on a sorti un travail en collaboration. Et Nicole, excuse-moi, désolé Nicole de l'avoir oublié. C'est un travail qui a été fait en collaboration avec la MJC du début jusqu'à la fin. Donc ça, je veux vraiment le préciser. Ok. Et bien s'il n'y a pas de questions, je vous propose de clôturer ce dernier conseil municipal de 2025.